Bienvenue à Procure en parle, un rendez-vous spécialement conçu pour les hommes atteints par le cancer de la prostate et leurs proches. Les différents sujets abordés dans ces webinaires se veulent un complément d'informations fiables, basées sur les préoccupations et questions posées aux professionnels de la santé de Procure. Bon visionnement. Bonjour, aujourd'hui dans la série des webinaires de Procure en parle, j'ai l'occasion de vous parler des traitements du cancer de la prostate. Aujourd'hui, on va s'attarder à la surveillance active, à la chirurgie et à la radiothérapie. Je m'appelle Thierry Lebeau, je suis chirurgien urologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ici, des symptômes assez classiques des patients qui se présentent avec des cancers de la prostate. Est-ce que vous vous reconnaissez? Je n'ai aucun symptôme, je suis en forme physique et en bonne forme physique et je ne prends aucun médicament. Je n'ai jamais entendu parler de cette maladie dans mon entourage, ou ce n'est pas une maladie de mon âge, je n'ai même pas 60 ans. En fait, un cancer de la prostate est guérissable et asymptomatique dans plus de 95% des cas. Quand on parle de cancer de la prostate localisé, il y a différentes options de traitement qui s'offrent aux patients. De façon très générale, on présente 3 options, soit la surveillance active, la chirurgie radicale, dont l'objectif est d'enlever la prostate au complet, et la radiothérapie qui peut prendre différentes formes. Le but de ces 3 traitements-là ou de ces 3 prises en charge-là est vraiment d'assurer une survie optimale pour chacun des patients. Je vais avoir l'occasion de m'y attarder un petit peu plus. Quand on parle d'observation attentive, c'est plutôt des patients chez qui on décide volontairement, comme médecin, de ne pas faire de traitement, puis pas de faire une surveillance qui est très rapprochée, dans l'objectif de ne pas exposer nos patients à des effets secondaires d'un traitement sans les bénéfices de les avoir faits. Une des questions que vous vous posez peut-être, c'est comment on fait pour diagnostiquer un cancer de la prostate? De façon générale, en 2023, le cancer de la prostate est dépisté soit à cause d'un contexte familial particulier ou d'une population qui est plus à risque. La plupart du temps, on commence par une prise de sang qui s'appelle le PSA ou l'APS, qui nous met dans une catégorie à risque ou pas de développer un cancer de la prostate ou d'avoir un cancer de la prostate. Par la suite, dépendamment de notre résultat de PSA, on peut être sujet à avoir une biopsie de la prostate. Puis c'est la biopsie elle-même qui va nous permettre de trouver un cancer de la prostate et éventuellement d'établir un plan de traitement qui est approprié pour chacun des patients. Quand on fait une biopsie, on regarde le genre de cellules qu'on trouve, on regarde l'agressivité potentielle des cancers, puis c'est comme ça qu'on va choisir pour un patient donné, dans son contexte donné, quel traitement est le meilleur. Dans certaines circonstances aussi, on peut vouloir faire des résonances magnétiques de la prostate. C'est une imagerie qui nous permet de voir la prostate dans son entier, puis de voir des taches ou des lésions qui pourraient être suggestives d'un cancer. C'est utile parfois de faire des résonances magnétiques parce que ça nous permet d'orienter les biopsies subséquentes et d'augmenter notre taux de détection de cancer et de cibler un peu mieux les traitements qu'on peut faire. Vous voyez ici ce qu'on entend par le score de Gleason. Généralement, on établit le risque d'un patient, le risque d'un cancer, c'est sa capacité à se développer puis à devenir plus agressif ou métastatique dans le temps. Plus un cancer est peu agressif, moins il va progresser rapidement puis moins il va poser problème. Le score de Gleason est généralement établi sur 10. C'est composé de 2 scores. Vous voyez dans la colonne de gauche les groupes de 1 à 5. Plus on s'approche de 5, plus le cancer est agressif. Vous pouvez voir à droite sur votre écran des cellules de grade 1 et des cellules graduées jusqu'au grade 5. Et vous voyez que plus ça augmente dans le grade, plus les cellules deviennent anarchiques et moins elles ressemblent à des cellules de prostate normales. Plus nos cellules ressemblent à des cellules normales de prostate, moins le cancer est agressif. Plus ça devient anarchique, plus ça devient des cellules qui n'ont rien à voir avec une prostate normale, plus on est inquiet. On établit donc ainsi le risque d'un patient en fonction de son score de Gleason. Une fois qu'on a établi ou qu'on a trouvé un cancer de la prostate, dans certaines circonstances, on peut vouloir faire d'autres examens pour mieux comprendre c'est quoi le cancer, puis c'est quoi son étendue. On peut vouloir faire des scanners abdominopelviens. C'est pas systématique qu'on en fasse. On en fait seulement chez les maladies de risque intermédiaire avancé ou de risque avancé. Même chose pour les scintigraphies osseuses. Parfois, on peut vouloir faire encore une fois une résonance magnétique dans le planning de notre traitement subséquent. L'étendue du cancer de la prostate, ça c'est un stade qu'on dit clinique initialement, c'est quand on examine les patients. Très souvent, quand on fait un toucher rectal, on ne trouve pas de tache particulière ou on ne trouve pas de bosse particulière qui nous inquiète. On appelle ça un stade T1. Quand on sent une bosse sur la prostate en l'examinant, on parle d'un T2. Quand on trouve une plus grosse bosse, on appelle ça un T2B. C'est une classification qui est très utile pour les cliniciens, comme les urologues ou les radiothérapeutes, qui n'a pas une grande utilité pour les patients, si ce n'est comprendre le genre de maladie qu'on a. Mais c'est comme ça qu'on établit le stade d'une maladie.
Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes catégories de risques des cancers de la prostate. La grande majorité des cancers, heureusement, sont de faibles risques ou de risques intermédiaires. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont un risque de progression qui est généralement faible, qui est généralement lent également, qui nous permet de prendre une décision thérapeutique, c'est-à-dire le genre de traitement qu'on va vouloir faire pour un patient donné. On est rarement pressé dans le temps pour choisir un traitement, puis c'est cette stratification de risque-là qui nous fait choisir l'agressivité de ce traitement-là. Quand on a une maladie qui est très élevée ou un stade 4, c'est une maladie qui est sortie de la prostate ou qui est métastatique. C'est la circonstance où on ne peut pas malheureusement guérir du cancer de la prostate, mais on peut tempérer puis on peut ralentir de façon très significative le cancer de la prostate. On a plusieurs options de traitement à notre époque. Donc même dans un contexte où la maladie est très avancée au diagnostic, la dernière chose qu'il faut faire, c'est partir en peur parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut suggérer pour ralentir de façon significative. Et encore là, je parle de plusieurs années, encore là, dépendamment des patients et de leur contexte médical. Quels sont les traitements à proprement parler? Bien, dans un risque faible, une des choses qu'on peut vouloir faire, c'est la surveillance active. La surveillance active, ça veut dire pas faire de traitement actif, ça veut dire faire un suivi rapproché avec des prises de sang, avec des examens physiques, avec des questionnaires, pour voir la maladie progresser si jamais elle progresse. Pourquoi on choisit ce traitement-là, ou en tout cas, on considère que c'est un traitement, mais c'est plutôt une prise en charge? C'est parce qu'on ne veut pas exposer les patients aux effets secondaires d'un traitement dont on va parler un petit peu plus tard. Puis on veut, autant que possible, surveiller la maladie tant qu'elle est indolente. Indolente, ça veut dire qu'elle est présente, on le sait qu'elle est là, mais son potentiel de progresser, de donner éventuellement des métastases ou même de faire qu'on en décède est très, très, très faible, voire nul. Le cancer de la prostate est malheureusement très fréquent. On a beaucoup de recul avec ce genre de maladie-là. Beaucoup de recul, ça veut dire qu'on sait ce que ça fait faire de la surveillance active, puis on fait pas du bricolage. Je dis souvent à mes patients qu'on n'est pas des cow-boys, on fait de la surveillance qui est rapprochée pour nous assurer au moindre signe d'alarme de pouvoir intervenir et de retarder autant que faire se peut le traitement. Une autre prise en charge, c'est la prostatectomie radicale. Peu importe son approche, l'objectif d'une prostatectomie, c'est une chirurgie où on enlève la prostate, on enlève parfois des ganglions également. Puis l'objectif de ça, c'est d'enlever toute la maladie, d'enlever le cancer et de le guérir. Parfois aussi, on va choisir de la radiothérapie. On choisit la radiothérapie en fonction des problèmes de santé d'un patient donné. Ça peut être des choix très personnels, puis ça peut dépendre des antécédents de chacun. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a toujours une intervention qui est meilleure pour un patient donné. Ça dépend de tout le monde. Ça dépend de ce qu'on décide d'établir comme plan de traitement avec notre chirurgien ou notre radiothérapeute. Dans un risque intermédiaire, donc un risque qui est un petit peu plus avancé, là, comme je vous montrais tout à l'heure, on a tendance à préconiser des options qui sont beaucoup plus actives que la surveillance active. La prostatectomie radicale, encore une fois, ou la radiothérapie sont généralement des traitements de choix. Si on avance en âge, plus on avance en âge, moins le cancer a le temps de se développer. Donc, il peut arriver parfois qu'on fasse de la surveillance active, mais c'est plutôt atypique dans une catégorie de risque intermédiaire. La très grande majorité du temps, on va préconiser chacune de ces options-là. Quand on a un risque défavorable, ça veut dire qu'on a une maladie qui est localement étendue, avec des PSA qui sont élevés ou avec un score de Gleason qui est particulièrement agressif. Dans ces circonstances-là, on peut choisir encore une fois un traitement qui est beaucoup plus actif que de la surveillance, soit de la chirurgie ou de la radiothérapie, associée ou non à de l'hormonothérapie. Les hormones, ce que ça fait, c'est que ça augmente la sensibilité du tissu prostatique aux rayons, donc ça rend le traitement plus efficace. Encore là, on s'ajuste en fonction de l'âge des patients, de leur comorbidité, puis de leur capacité à subir parfois une chirurgie. C'est souvent ça qui va nous permettre d'orienter les patients vers une ou l'autre de ces thérapies-là. Donc, on vient de revoir les différentes options du traitement du cancer de la prostate localisé. L'observation attentive, qui est distincte de la surveillance active, en ce sens qu'on n'a jamais de projet éventuellement de faire un traitement curatif. L'observation attentive, c'est quelque chose qu'on réserve aux patients qui sont généralement plus âgés ou qui ont plus de comorbidité. La surveillance active, dont j'ai bien détaillé la prise en charge, qui représente des examens physiques, des prises de sang et des suivis réguliers. Puis au moindre signe d'alarme, là, on va envisager un traitement à visée curative. Et puis on arrive dans les deux traitements classiques, soit la chirurgie radicale ou la radiothérapie, dont l'objectif, encore une fois, est de guérir le cancer de la prostate. La surveillance active, on la réserve vraiment au cancer de faible risque. C'est assez rare, en fait, chez un cancer de très faible risque, qu'on aille vers des options plus agressives de traitement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas exposer, encore une fois, nos patients à des effets secondaires sans avoir les bénéfices d'un traitement.
Mis à part des patients très anxieux, là, très généralement, on arrive à rassurer les gens quand on pense que c'est une option de suggérer la surveillance active parce qu'on pense vraiment que le risque que cette maladie-là progresse dans le temps est assez faible pour qu'on envisage de faire ça de façon raisonnable. Il y a toujours un risque de progression. Encore là, on catégorise les gens, puis avant d'envisager une surveillance active, on s'assure d'avoir bien fait le tour de toute la maladie, puis de nous assurer qu'on coche à plusieurs critères pour être un patient raisonnable pour faire de la surveillance. Mais on sait qu'il y a toujours un risque de progression, heureusement très, très rare. C'est exceptionnel, en fait, que la maladie progresse si vite qu'on n'a pas le temps de la prendre en charge. La chirurgie radicale, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'enlever la prostate au complet. Ça nous permet d'enlever toute la maladie, puis éventuellement d'éviter d'autres traitements subséquents. Évidemment, la maladie est toujours à risque de récidiver dans le suivi. C'est pour ça qu'on fait un suivi qui va de 5 à 10 ans, là, dépendamment des contextes. Mais ça nous permet rapidement de guérir la maladie et d'être en phase de récupération. C'est un traitement qui est un peu plus invasif que de la radiothérapie. Ça implique une chirurgie, donc un temps zéro à partir duquel on va récupérer à la fois de notre fonction sexuelle, mais de notre fonction urinaire également. Généralement, après une phase aiguë qui dure 6 à 8 semaines, mais les gens sont en phase de récupération. Et puis l'objectif, c'est vraiment d'avoir guéri la maladie à ce stade-là. La radiothérapie externe, parfois, est choisie. Parfois, chez des patients qui sont un petit peu plus âgés, qui sont des mauvais candidats chirurgicaux ou à cause de critères spécifiques sur leur biopsie. Mais de façon générale, c'est un traitement qui est plus indolore et qui est non invasif, c'est-à-dire que la chirurgie se passe le jour J, puis à partir de là, on récupère. La radiothérapie se donne généralement sur plusieurs semaines. Ce que ça a comme effet secondaire pendant les traitements, c'est généralement une fatigue qui est décrite par les patients. Il y a moins de dommages aigus au tissu pendant qu'on fait la radiothérapie. Par contre, c'est des dommages qui sont cumulatifs. Quand on regarde des données de qualité de vie, après une année, après les traitements soit de chirurgie ou de radiothérapie, la récupération des fonctions sexuelles et urinaires est très semblable, puis la qualité de vie est également assez semblable. Un des avantages de la radiothérapie externe, c'est que ça permet de poursuivre les activités de la vie quotidienne sans interrompre finalement pour phase de récupération post-opératoire pendant quelques semaines. Les dommages vont apparaître également, là, un peu comme dans un contexte de chirurgie. Ils sont par contre beaucoup plus graduels, puis ils vont apparaître dans les mois. Puis je vous ai dit qu'après une année, c'était très semblable entre la chirurgie et la radiothérapie. Puis ça, c'est assez bien documenté. La radiothérapie externe a quand même quelques inconvénients. Entre autres, comme on n'enlève pas la prostate, on n'a jamais un stade pathologique qui est complet. C'est-à-dire que comme on n'enlève pas la prostate, c'est difficile de savoir exactement l'étendue de la maladie dans la prostate. Ça change rarement beaucoup notre prise en charge, mais c'est certainement quelque chose qui est peut-être un petit peu moins positif de la radiothérapie. Je vous ai dit que c'était moins invasif puis que ça avait moins d'impact sur les activités quotidiennes. Par contre, c'est des traitements qui sont souvent 5 jours par semaine pendant quelques semaines. Donc, ça prend beaucoup de temps, ça mobilise du temps, puis il faut être près d'un centre de radiothérapie qui permet de le faire. Il y a la fatigue dont je vous ai parlé, puis il y a effectivement les effets secondaires à court et moyen terme qui sont très semblables à ceux de la prostate. Il peut y avoir des récidives, hein, c'est vrai, du cancer qu'on traite par chirurgie, mais c'est vrai également du cancer qu'on traite par radiothérapie. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire quand on a une récidive. Généralement, quand on a des récidives après de la radiothérapie, on n'est plus un candidat à faire de la chirurgie, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y a certaines circonstances où on fait de la chirurgie après de la radiothérapie, mais c'est pas nécessairement le traitement standard. La curithérapie, c'est un genre de radiothérapie qui est un peu différent. On va déposer des implants radioactifs dans la prostate. L'objectif de ça est d'avoir des radiations qui sont locales. C'est un traitement qui se fait en une seule fois. Donc, on va implanter des billes radioactives dans la prostate, puis c'est ces billes-là qui vont faire le traitement. Tout le monde n'est pas un candidat à la radiothérapie. Ça prend un volume de prostate qui est approprié. Ça prend une maladie qui est pas trop agressive, qui est certainement pas trop étendue. Mais dans certaines circonstances, ça peut être un entre-deux qui est tout à fait raisonnable et satisfaisant pour les patients. C'est bien parce que ça se fait rapidement, on récupère rapidement. Il y a moins de dommages aux tissus autour de la prostate puisqu'on les enlève pas. Il y a beaucoup moins d'incontinence puisqu'on n'enlève pas la prostate qui finalement est une espèce de valve qui permet de retenir les urines. Par contre, il peut y avoir des effets à plus long terme, à la fois sur la façon de faire pipi, mais aussi sur les érections. Il y a quand même quelques inconvénients à la curithérapie. Comme dans la radiothérapie, comme on n'enlève pas la prostate, on n'a pas un stade pathologique, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas la prostate puis qu'on peut pas l'examiner au complet pour bien établir l'étendue de la maladie.
Je vous l'ai mentionné également, c'est pas une option pour tout le monde. Ça prend des critères bien établis. Ça prend une maladie qui est localisée, qui est pas trop agressive, qui est pas trop étendue. Puis ça prend surtout un volume prostatique qu'on peut traiter de façon efficace. Si la prostate est trop petite puis on n'est pas capable d'implanter des billes, ben ça peut être un problème. De la même façon, si la prostate est beaucoup trop grosse, c'est parfois pas une option. On peut avoir juste autour du traitement des problèmes urinaires relativement intenses parce que ça crée beaucoup d'inflammation de façon aiguë, mais c'est généralement des problèmes qui sont transitoires puis qui durent pas dans le temps. Comment on fait pour choisir son traitement? En fait, moi, je me plais souvent à dire qu'il n'y a pas un traitement qui est bon pour tout le monde. Puis notre but, c'est pas de trouver quelqu'un pour notre traitement, c'est de trouver le bon traitement pour notre patient. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des décisions d'orienter les gens vers une ou l'autre des thérapies? Ben, c'est en tout premier lieu l'âge des patients et leur état de santé. C'est souvent ça va de pair, là. Ça existe des patients qui sont plus âgés puis qui sont en très bonne santé. Ce qu'on sait, c'est que plus on avance en âge, ben, plus la chirurgie a des effets délétères puis les résultats fonctionnels sont insatisfaisants. Quand on dit avancer en âge, là, après 75 ans, c'est vraiment exceptionnel qu'on envisage des options chirurgicales. Ça dépend du type de cancer également. Il y a des gens qui ont des cancers qui sont tout petits, qui sont peu agressifs. Puis ça dépend aussi comment on présente les choses aux patients, mais c'est important pour nous, quand on veut faire de la surveillance active, de rassurer les gens puis de leur expliquer que si on pense comme chirurgien que la meilleure option, c'est de ne pas intervenir, c'est probablement parce que le cancer ne nécessite pas une prise en charge qui est très agressive. Encore là, le type de cancer va dicter où on va orienter les patients. Je pense qu'on a une forte responsabilité comme clinicien aussi d'expliquer et de rassurer nos patients. Ça dépend aussi de la fonction urinaire des patients puis de leur fonction sexuelle avant la chirurgie. Il y a des patients pour qui la fonction érectile, par exemple, est la chose la plus importante. Puis leur traitement va dépendre de ce qu'on est capable de préserver ou de leur garantir comme traitement. Évidemment, encore là, il y a, je pense, certaines explications à donner, mais quelqu'un chez qui c'est la priorité numéro 1, ben il faut choisir un traitement en conséquence avec les meilleures chances qu'on peut avoir de récupérer une fonction sexuelle. C'est vrai également de la fonction urinaire. Si on a un patient qui est très malheureux de sa façon de faire pipi parce qu'il fait très souvent pipi, très souvent le jour, la nuit, qu'il n'y a pas beaucoup de pression, puis qu'on le soumet à un traitement comme de la radiothérapie, ben ça va certainement, de façon aiguë, en tout cas, exacerber son problème. C'est sûr que ça va changer aussi sa façon de faire pipi, le fait d'avoir une chirurgie puis qu'on lui enlève la prostate. Après, ça dépend de chacun de savoir ce à quoi il est prêt puis ce qu'on peut lui suggérer de mieux. Enfin, il y a les valeurs des patients qui sont toujours très importantes. Moi, ce que j'explique à mes patients, c'est que c'est eux les chefs d'orchestre. Moi, j'essaie de les orienter, de leur donner des informations, un peu comme dans ce webinaire-ci, de leur donner tous les outils qui sont utiles pour eux pour être capables d'avoir une bonne idée de ce qui se passe dans leur prostate puis dans leur santé, puis de confronter ça à leurs propres valeurs. Un patient bien préparé qui choisit lui-même son traitement après des bonnes explications est beaucoup plus rarement déçu que quelqu'un qu'on essaie de convaincre de traiter. Le risque intermédiaire, je vous ai dit tout à l'heure que dans cette catégorie de risque-là, on a plutôt tendance à être actif. Donc, la surveillance active n'est pas quelque chose qu'on veut faire. On va plutôt aller vers un traitement comme la chirurgie ou la radiothérapie. Dans un haut risque, a fortiori, on va vouloir encore plus avoir un traitement qui est agressif, entre guillemets, puis de pas regarder la maladie progresser sous nos yeux. Une maladie de haut risque, c'est une maladie qui a un plus fort potentiel de se développer à distance, qui a un plus fort potentiel de donner des métastases, puis éventuellement de faire qu'on en décède. Quand on dit un plus fort potentiel, c'est heureusement pas des maladies qui évoluent en l'espace de quelques semaines. C'est pas un cancer comme ça la très grande majorité du temps, le cancer de la prostate, quoi que ça arrive. Mais on veut intervenir de façon prompte pour essayer de contrôler la maladie. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un traitement? On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de l'âge, on a parlé des comorbidités et des symptômes. Quand on a moins de 65 ans puis qu'on est en bonne santé, généralement, les gens vont avoir tendance à être orientés vers de la chirurgie quand c'est des bons candidats pour ça. Un des avantages de la chirurgie, c'est que si la maladie récidive ou si on a l'impression qu'il reste de la maladie après le traitement, on peut y associer la radiothérapie. Le cancer de la prostate est une maladie qui nous donne le temps de la voir venir, qui nous donne le temps de nous ajuster. C'est pas systématique qu'on fasse de la chirurgie et de la radiothérapie comme dans d'autres cancers, comme le cancer du sein, par exemple. Donc, un des avantages de la chirurgie, c'est ça, c'est qu'on peut faire dans un deuxième temps la radiothérapie, ce qui n'est pas vrai à l'inverse.
Quand on a plus que 70 ans, on n'est pas nécessairement un mauvais candidat à la chirurgie, mais généralement, on oriente davantage les gens vers de la radiothérapie parce que d'expérience, on sait que les gens ont tendance à avoir un peu plus d'incontinence. C'est très difficile de mettre une limite d'âge puis de dire qu'à partir de cet âge-là, on fait plus tel ou tel traitement. Ça dépend beaucoup des gens. Un monsieur de 72 ans qui court des marathons n'est pas le même qu'un monsieur de 72 ans qui a un problème de diabète, qui est très peu actif, puis pour qui le risque d'une chirurgie n'est pas le même. Quand on a beaucoup de symptômes urinaires, encore là, il faut voir ce que sont les symptômes urinaires parce que et la chirurgie et la radiothérapie vont avoir des conséquences. Puis il faut savoir s'ajuster en fonction des attentes des patients. C'est assez rare que seuls les symptômes urinaires vont dicter notre traitement. Si on a 82 ans puis qu'on a beaucoup de symptômes urinaires, on n'est jamais un candidat, à une chirurgie parce qu'on est certain qu'on va avoir des mauvais résultats à la fois oncologiques et fonctionnels. La préservation des érections, ça fait partie de toutes les discussions puis de toutes les prises de décision avant de faire un traitement du cancer de la prostate. Puis effectivement, ça peut nous orienter vers le choix de traitement. J'aime toujours rappeler aux patients que notre principale priorité, c'est quand même de traiter le cancer. Ça ne veut pas dire qu'on sacrifie nécessairement les érections, mais une fois qu'on a choisi l'agressivité ou qu'on a établi l'agressivité du cancer, là, on peut choisir en fonction des attentes des patients également. Quel genre de suivi médical on va avoir après avoir eu un traitement pour le cancer de la prostate? En fait, à partir du moment où on a un diagnostic qui est établi, où on est pris en charge, puis on a un traitement qui est fait, on signe un contrat pendant une bonne dizaine d'années avec les médecins qui nous prennent en charge. Initialement, on fait un suivi aux 3 à 6 mois. Ça dépend beaucoup du genre de maladie, ça dépend du contexte chirurgical, mais on peut s'imaginer que jusqu'à 5 ans, on fait des suivis au début, tout juste après les traitements, plutôt aux 3 mois, puis qu'on espace tranquillement jusqu'à 6 à 12 mois, puis par la suite avec des suivis annuels. Ça dépend de la récupération des gens, ça dépend de leurs effets secondaires. Quand on fait du suivi médical, on fait du suivi oncologique, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que la maladie récidive pas. On fait ça beaucoup avec des prises de sang. Ce qui nous mène au diagnostic du cancer de la prostate, je vous l'ai dit en début de présentation, c'est le PSA qui est généralement élevé. Une fois qu'on a fait un traitement, le PSA devrait être très proche de 0. Puis une quelconque élévation du PSA est très sensible, en fait, pour nous orienter vers une récidive de la maladie. Donc, tout le suivi est basé à la fois sur le suivi oncologique, mais aussi le suivi fonctionnel, surtout juste après un traitement. On veut s'assurer que les gens récupèrent de façon appropriée. On veut être présent aussi s'il y a des choses qu'on doit leur suggérer, que ce soit pour la prise en charge de leurs érections ou de leur incontinence, parfois désorienter vers un physiothérapeute. Donc, ces suivis-là vont être plus rapprochés au début. Et plus les choses vont être sur le cruise control, plus les choses vont se stabiliser, plus on va éloigner les suivis, puis on va se voir éventuellement une seule fois par année. Le PSA est assez, ou l'APS est assez controversé dans le dépistage du cancer de la prostate. Vous avez sans doute eu l'occasion de lire là-dessus ou de vous poser des questions avant qu'on établisse un cancer de la prostate. Mais une fois qu'on l'a, le cancer de la prostate, le PSA est un test exceptionnellement précis. Il y a peu de cancers, en fait, qui ont une prise de sang qui est aussi utile pour en faire le suivi. Quand on a fait un traitement, je vous ai parlé d'un PSA qui devrait être très proche de 0. C'est vrai en particulier de la chirurgie. Dès qu'il y a un petit changement du PSA, ça veut dire qu'il y a des cellules qui se multiplient quelque part. Donc, toute la controverse de son usage dans le dépistage n'existe pas du tout dans le suivi du cancer de la prostate. Au contraire, ça fait plusieurs jaloux dans la communauté oncologique parce qu'il y a peu de marqueurs qui sont aussi précis pour savoir ce qui se passe une fois qu'on a fait un traitement. On regarde comment ça change dans le temps, c'est-à-dire qu'on veut voir la valeur absolue du PSA. On regarde aussi la vitesse à laquelle ça change. Plus un PSA va avoir tendance à changer vite, plus ça va nous inquiéter. Ce que ça veut dire quand le PSA change, c'est qu'il y a des cellules qui se multiplient dans le corps. On appelle ça le temps de doublement habituellement. Ça va nous indiquer aussi à quel moment on peut vouloir faire des traitements subséquents. Il n'est pas rare qu'on voit des PSA qui, sans être complètement à 0, sont très faibles et bougent très lentement. Encore là, les patients sont souvent très inquiets de voir un PSA qui passe de 0,05 à 0,07. C'est souvent des changements qui sont marginaux puis qui sont un peu un petit bruit de fond qu'on mesure puis il n'y a pas vraiment de signification clinique. Alors, on essaie de rassurer les gens dans la mesure du possible si le PSA reste quand même relativement faible. Ici, on a un tableau qui illustre assez bien ce que je vous disais. Du côté gauche, on voit ce qui arrive une fois qu'on a eu une chirurgie radicale, c'est-à-dire quand on a enlevé la prostate. Au diagnostic, on a un PSA qui est, mettons, autour de 10. On fait la prostatectomie radicale. Vous voyez le petit PR sur le tableau et puis rapidement, le PSA va descendre autour de 0. On parle d'une récidive biochimique, c'est-à-dire que quand le PSA augmente au-dessus de 0,2, ça veut dire à ce moment-là qu'il y a des cellules qui se multiplient.
Ça nous met dans une situation qui est parfois un peu embarrassante comme clinicien parce qu'on a une prise de sang qui est extrêmement précise, mais qui est beaucoup plus précise que les scanners ou que toutes les imageries qu'on peut faire. Donc, parfois, on se retrouve avec des prises de sang qui sont anormales, avec un patient qui va bien, puis aucune évidence de maladie sur des scanners ou sur des examens des os comme des scintigraphies. On sait aussi, avec le grand nombre de cancers de la prostate, à quel moment intervenir, puis à quel moment on peut avoir un bénéfice de faire des traitements qu'on dit adjuvants. Adjuvant, ça veut dire qu'on associe à la prostatectomie qu'on a déjà fait. Puis c'est très, très rare, en dessous de 0,2, qu'on va penser que c'est nécessaire d'envisager un autre traitement. Plus le PSA va augmenter, plus il va augmenter rapidement, bien plus ça va nous orienter soit pour une récidive, des fois locale. Une récidive locale, ça veut dire qu'on pense qu'il y a des cellules de prostate qui se multiplient à l'endroit où il y avait la prostatectomie, ou une récidive à distance, mais là, ça, c'est plutôt des métastases. Puis évidemment, la prise en charge va s'en trouver complètement changée. Sur le tableau de droite, vous voyez ce qui arrive quand on fait de la radiothérapie. Quand on fait de la radiothérapie avec ou sans hormones, on va avoir un PSA qui va diminuer de façon très significative. Je vous ai parlé d'un PSA hypothétique à 10 tout à l'heure. Imaginons que le PSA hypothétique est à 10. Une fois qu'on a fait de la radiothérapie, on peut imaginer qu'il va redescendre autour de 0,8. Pourquoi c'est jamais 0? Quand on fait de la radiothérapie, on ne détruit pas toutes les cellules de prostate, donc il reste toujours quelques cellules qui vont être en mesure de sécréter du PSA. Pour parler d'une récidive, puis encore là, c'est bien documenté, et puis c'est le recul qu'on a par rapport à cette maladie qui nous permet d'établir que si notre PSA change de notre nadir, c'est-à-dire le plus bas niveau qu'on a obtenu, plus 2, là, on va parler d'une récidive. Donc, si notre plus bas niveau était 0,8, à partir de 2,8 de PSA dans le suivi, on va commencer à s'inquiéter d'une récidive. Sinon, on considère que c'est des cellules résiduelles de prostate qui vont sécréter du PSA. Il y a plusieurs éléments à retenir, en fait, là, quand on choisit un traitement pour un cancer de la prostate. D'abord, on ne va pas traiter tous les hommes. On ne traite pas tous les hommes parce que parfois, on va faire de l'observation active, c'est-à-dire que jamais on va envisager un traitement à visée curative. Curative, ça veut dire guérir le cancer. Mais on va observer le cancer, puis éventuellement, s'il se met à progresser de façon significative, on va essayer de le ralentir. Il y a des cancers qu'on décide de ne pas traiter, chez qui on décide de faire de la surveillance. On décide de ne pas les traiter initialement, mais ça veut dire qu'on retarde autant que faire se peut le moment où on va prendre en charge de façon définitive le cancer. Il faut retenir aussi qu'on peut guérir un cancer de la prostate localisé quand il est détecté tôt, mais très souvent, quand le cancer est localisé et qu'on n'a pas d'évidence qui est à distance, on a de très bonnes chances de le guérir, que ce soit avec de la chirurgie ou de la radiothérapie, avec le bémol qu'on s'ajuste en fonction des différents patients. Oui, les traitements peuvent avoir des conséquences sur les fonctions urinaires, érectiles ou même intestinales, en particulier en ce qui a trait à la radiothérapie. Ça arrive qu'il y a des gens qui ont très peu d'effets secondaires puis qui récupèrent une qualité de vie qui est tout à fait correcte. Quand on s'embarque dans un traitement ou dans une prise en charge d'un cancer de la prostate, c'est important pour nous de bien communiquer ce qui peut arriver, ce qui va arriver parfois. Puis une fois que les gens sont bien préparés, souvent ils vivent beaucoup mieux avec les petits inconvénients. Oui, il va y avoir des changements sur la vie sexuelle, il va y avoir des changements sur la fonction urinaire, mais la vie est loin d'être finie. Puis surtout, la vie sexuelle en particulier est loin d'être insatisfaisante systématiquement après un traitement. Elle va être différente par contre, puis ça, je pense que c'est important de bien l'intégrer. Il y a différentes façons puis stratégies pour nous de prévenir les différentes complications. D'abord, avoir une bonne éducation préopératoire, c'est-à-dire savoir à quoi s'attendre. Puis ensuite, dans la prise en charge subséquente, pour essayer de traiter les problèmes d'incontinence ou les problèmes de dysfonction érectile, il y a différentes choses qu'on peut faire pour maintenir une certaine qualité de vie chez les patients. Il y a des traitements qui sont très efficaces, en fait, pour chacun de ces problèmes-là. Il s'agit de voir c'est quoi la préoccupation que les gens ont, c'est quoi leur intérêt à récupérer. Je parle beaucoup de la fonction sexuelle, la fonction urinaire, la continence, tout le monde veut bien la récupérer, mais tout le monde n'est pas nécessairement motivé à l'idée d'avoir des interventions chirurgicales subséquentes. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Puis notre objectif, c'est de guérir la maladie toujours, mais d'avoir le moins d'impact possible sur la qualité de vie des gens. Enfin, 3 questions courantes que des patients nous posent. Docteur, quel traitement choisiriez-vous si vous étiez à ma place? Ce que je réponds tout le temps, c'est que c'est pas vraiment une bonne question parce que je suis pas à votre place. Mais j'essaie de m'ajuster en fonction des souhaits des gens, en fonction de leur contexte. Puis tout le monde n'est pas pareil. Puis je pense que ça, c'est une bonne occasion de dire que ce qui était bon pour mon oncle Jacques, c'est peut-être pas bon pour mon oncle Pierre. Parce que la situation est pas la même, parce que le cancer est pas le même, puis il faut vraiment comprendre que c'est pas mon choix personnel que j'essaie d'imposer aux gens, c'est plutôt ce que je pense qui est le mieux pour eux. Une des inquiétudes que les gens ont beaucoup aussi, c'est de savoir s'ils vont systématiquement porter des couches.
après un traitement, que ce soit de la chirurgie ou de la radiothérapie. C'est plutôt rare, en fait, que les gens doivent porter des protections en permanence, et en particulier des couches. Il y a des gens qui vont porter un protège dessous, surtout par sécurité. Heureusement, la grande majorité des gens ont peu de pertes, en tout cas à distance de leur traitement, pour être capable d'avoir une qualité de vie qui est tout à fait correcte. Puis enfin, est-ce que je dois oublier ma vie sexuelle? J'ai envie de dire en aucun cas. Ça dépend beaucoup de ce qu'on a comme vie sexuelle avant un traitement. Encore là, quel qu'il soit, là, que ce soit de la chirurgie ou de la radiothérapie, la vie sexuelle va changer, mais elle va pas nécessairement être très satisfaisante. Puis encore là, je pense que ça prend des attentes réalistes. Quand on a des attentes réalistes et qu'on est bien préparé, on n'est généralement pas déçu. Quand je parle de vie sexuelle satisfaisante, je parle de vie de couple, là, éventuellement. Puis ça aussi, c'est important d'intégrer les partenaires dans cette discussion-là pour que tout le monde ait des attentes qui sont réalistes. Essayer de diminuer autant que faire se peut l'anxiété de performance. Un couple bien préparé récupère généralement beaucoup mieux qu'un autre. Donc, merci de votre écoute. J'espère que c'est un webinaire qui a été utile pour vous, qui va vous aider à prendre des décisions éclairées. Vous voyez ici le numéro de Procure. Comme vous êtes sur un webinaire de Procure, je devine que vous connaissez déjà le site, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une ligne de soutien sans frais qui vous permet 7 jours sur 7 d'avoir des informations objectives pour répondre à toutes vos questions. Toutes les questions sont posées, puis on a de l'expérience avec toutes sortes d'interrogations que les gens peuvent avoir. Alors, il faut vous sentir très à l'aise de les poser. Et c'est un webinaire et aussi un site qui est fait pour vous orienter dans cette prise en charge-là. Merci. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.